terroristes qui menacent le peuple malien, sa liberté et l'intégrité de ce pays. J'ai une pensée pour nos ressortissants dans ce pays, nos soldats qui sont engagés, pour les otages qui sont encore détenus, mais aussi pour tous vos confrères et vos consoeurs qui sont sur place pour nous informer. Je pense également à vos collègues qui sont actuellement sur d'autres lieux d'affrontement et de guerre, en particulier en Syrie, pour témoigner, pour faire connaître au monde des crimes qui, sans leur présence, se dérouleraient à huis clos. Cette quête de la vérité, elle a son prix, elle se compte en vies humaines. Et le tribut a été particulièrement lourd en 2012, avec 141 journalistes morts en faisant leur métier. Mais il ne suffit pas d'honorer les journalistes lorsqu'ils sont loin de nous ou disparus. Il faut les respecter au quotidien, même si vous nous titillez, et c'est là le charme de notre relation. Il n'y a pas de République vivante sans citoyens informés, et il n'y a pas de citoyens éclairés sans presse indépendante et vigilante. À cet égard, je me réjouis de relations plus apaisées, même si elles sont toujours exigeantes, entre la presse et le nouveau pouvoir politique dans notre pays. Je ne vais pas plus loin sur ce registre, sinon je risque, dès ce début d'année, de me qualifier pour un 5e prix de la langue de bois. Je vois que certains d'entre vous sont déjà en train de compter les points, alors qu'une de mes bonnes résolutions est de ne pas remporter cette année ce prix. J'ai d'ailleurs laissé vos 4 précédents trophées, et je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas, et lui non plus, dans le bureau du numéro 2 du parti. Mais Guillaume ne court aucun risque en la matière. Je ne sais plus où il s'est assis. Il est là. C'est donc sans langue de bois que je veux vous dire simplement merci. Merci de ce que vous faites, et je souhaiterais partager quelques remarques avec vous. Je veux d'abord vous dire combien notre préoccupation est grande quant à la situation de la presse, que la crise n'épargne pas. Il y a des défis importants, dont celui du numérique, et nous avons tous été interpellés par la disparition de la version papier de Newsweek. Il y a aussi, dans ce domaine, de belles réussites, et en particulier, il faudra réussir à penser le couple entre l'écrit et le numérique, et à maintenir ce couple. C'est à la fois difficile et exaltant de vivre cette révolution de la façon d'informer, mais quels que soient les supports, ils ne rendent pas moins nécessaire le financement de l'information, de son analyse et de rédaction professionnelle et indépendante. Il y a le défi de la précarité qui frappe de plus en plus de journalistes. Sur ces questions, comme sur d'autres, la puissance publique doit vous accompagner dans les décisions que vous déciderez de prendre pour l'avenir de votre profession. Il faut donc réformer en particulier les aides à la presse pour éviter que meure la presse locale d'information. Il y aura aussi cette année le projet de loi sur la protection des sources et bien sûr la réforme de l'audiovisuel public et la question de l'indépendance dans les nominations. J'ai demandé sur ces sujets et sur d'autres à notre secrétaire national aux médias, Philippe Buisson, de mener une large consultation sans tabou sur l'indépendance des groupes de presse liés à des grands groupes vivant de marchés publics. Je comprends que de grands groupes français puissent investir dans la presse. Après tout, c'est peut-être préférable à des fonds d'investissement étrangers. Mais en revanche, ce n'est pas sain qu'on puisse cumuler en démocratie les rôles de patron de presse, d'industriels en contrat avec l'État et de sénateurs UMP sans aucun garde-fou. Cela n'existe nulle part ailleurs et nulle part on accepterait les propos ignobles, homophobes de M. Dassault qui ont été tenus, vous le savez, et qui n'ont toujours pas été condamnés par l'UMP. Il est évident qu'une telle confusion des genres ne favorise pas l'indépendance de la presse, ni celle à laquelle aspirent les rédactions elles-mêmes. Par ailleurs, je le dis avec une certaine inquiétude, et je passe maintenant à la situation politique. La droite est littéralement en train de perdre la tête. Et je ne veux pas minimiser ce que l'on a vu dimanche. Car ça y est, ils l'ont fait dans la rue, à la même heure, sous les mêmes mots d'ordre d'intolérance, l'alliance UMP-FN. Et ils ont tellement flirté ces dernières années que cela n'étonne presque personne. L'UMP a désormais un courant Barjot. Ce n'est pas très surprenant vu le spectacle que le congrès de l'UMP a pu donner au cours des derniers mois. À la limite, que le courant Barjot supplante le RUMP, qui est en voie de dissolution, on pourrait presque en rire. La tendance UMP-Barjot est un peu ridicule, mais la vraie tendance dangereuse, c'est la tendance UMP-FN qui, elle, est vraiment inquiétante et révoltante. Monsieur Copé,
devrait avoir honte d'avoir pour seul acte pour le pays de défiler avec M. Gollnisch, avec Mme Maréchal Le Pen, avec le bloc identitaire et Civitas. Cela implique d'ailleurs des conséquences pour nous, la gauche. Les Français ne peuvent en réalité, dans cette situation, compter que sur nous. Je pense que nous, la gauche, nous devons assumer notre relation nouvelle avec les Français. Une relation qui a changé, celle d'une gauche qui gouverne face à une opposition qui dérive. La gauche qui gouverne, c'est une gauche qui assume de réformer la France, qui s'engage et invente, et surtout une gauche qui co-invente le changement avec les Français. Je voudrais donc insister sur ces trois enjeux: assumer, s'engager, inventer. Oui, nous sommes la gauche du réel et nous assumons notre responsabilité devant les Français. Nous assumons totalement la vérité sur la gravité de la crise et sur l'obligation de résultat que les Français nous ont fixée. Nous assumons la rupture avec le sarkozysme qui a laissé des séquelles lourdes dans notre pays et nous assumons une politique nouvelle et meilleure pour la France parce qu'elle est fondée sur d'autres valeurs, des valeurs de justice sociale, mais aussi sur une véritable recherche d'efficacité économique. Et nous assumons d'être clairement réformistes et de dire que cette politique est clairement de gauche. Et je voudrais même aller plus loin. J'assume la confrontation avec la droite sur le terrain des valeurs et des résultats. Et oui, je suis fier d'une gauche qui réforme ce pays à la fois dans le dialogue social et avec détermination. La gauche doit parler d'une voix forte parce que la situation est grave. Et je ne fais pas partie de ceux qui s'occupent de leurs petits états d'âme, mais je m'occupe au contraire de nos grandes réformes. Je suis fier que nous soyons le parti de la justice sociale et de la valeur travail qui avait été dévoyé par la droite. L'accord signé vendredi par les partenaires sociaux est absolument majeur, non seulement pour le dialogue social, mais aussi et surtout pour l'emploi, la protection des salariés et la compétitivité. Il complète l'arsenal pour l'emploi le plus massif depuis des années, avec le crédit d'impôt compétitivité, les emplois d'avenir, les contrats de génération, la banque publique d'investissement pour les PME. Concrètement, ce sont des emplois qui vont être sauvés pour les Français, la précarité qui va être pénalisée et l'embauche en CDI des jeunes encouragée, la couverture santé de millions de salariés qui va être étendue et cofinancée par les employeurs, ainsi que les droits à la formation et les conditions d'indemnisation du chômage. Les salariés auront accès à des informations économiques stratégiques sur l'avenir de leurs entreprises et seront représentés dans les conseils d'administration. Je me battrai donc pour que cet accord et ses avancées soient transformés en législation nouvelle, protectrice des salariés, avec le soutien du Parti socialiste. Mais il faut le dire aussi aux Français, la droite s'oppose de toutes ses forces à cette politique de justice sociale et de redressement du pays, en particulier au Parlement. Elle se bat contre notre politique pour le logement, en refusant la mixité sociale. Elle se bat contre notre politique pour l'école, où elle veut continuer à supprimer des postes d'enseignants. Elle se bat contre notre politique pour l'emploi des jeunes. Elle ne veut financer ni les emplois d'avenir, ni les contrats de génération. Et elle se bat en particulier contre la justice fiscale. On le voit aujourd'hui, dans l'opposition, comme hier dans la majorité, même au bord de l'implosion, la droite met encore sa dernière énergie, son dernier souffle, à tenter de sauver les cadeaux fiscaux qu'elle a faits aux plus riches. C'est pourquoi nous devons faire respecter la volonté des Français et maintenir, contre les manœuvres de la droite, qui a saisi sur ce point le Conseil constitutionnel, une taxation exceptionnelle de crise à 75% ou un taux proche, au-dessus d'1 million d'euros par foyer fiscal, pour tenir compte donc des principes qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Il faut aussi assumer ce qui peut et doit être amélioré dans la vie même de la gauche. La gauche au pouvoir a beaucoup fait, mais elle n'a pas assez fait savoir. Alors que l'ancien président de la République avait habitué l'opinion à faire savoir, même quand il ne faisait pas grand-chose. Nous devons donc en permanence mettre les réformes en perspective, en cohérence, les expliquer, les défendre auprès des Français. C'est ce que vont faire tout au long de cette année les militants du Parti socialiste sur le terrain. Oui, il nous faut donc expliquer mieux ce que nous faisons, mais aussi ce que nous sommes. Nous sommes la gauche du réel, de la volonté, de la transformation et de l'innovation. Assumer donc, et assumer pour mieux s'engager. S'engager pour mettre la société en mouvement, mener la bataille idéologique face à la droite et à tous les conservatismes qui s'opposent au changement, à la justice sociale, à la conquête de nouveaux droits et de nouvelles libertés. S'engager pour proposer et inventer
le monde vers lequel nous allons. Je veux que nous soyons une gauche d'invention et d'innovation, un socialisme d'innovation, innovation économique, innovation sociale, innovation démocratique. Innovation économique d'abord, il nous faut combattre la crise, mais aussi tenir un discours de vérité sur la mondialisation. Nous vivons dans une économie ouverte et il faut aider la France à gagner dans la mondialisation plutôt qu'inciter les Français à la nier. Il faut protéger nos salariés, nos emplois, notre modèle social, en imposant, bien sûr, avec nos partenaires européens, des règles de réciprocité et de juste échange à l'échelle mondiale, mais aussi en musclant notre compétitivité et en produisant davantage de richesses en France pour produire davantage d'emplois, et en particulier d'emplois de qualité et d'emplois bien payés. Cela passe par des transformations nombreuses. Beaucoup ont été engagées, et je les ai mentionnées. D'autres restent à mener, et nous ferons des propositions. Je pense en particulier à notre système de formation, au-delà de la refondation de l'école, qui est déjà en marche. Nous devons réfléchir à des solutions audacieuses, par exemple, sur notre système d'enseignement supérieur et au rapprochement progressif des universités et des grandes écoles pour créer de véritables Harvard à la française ou à l'européenne. Au cœur de l'innovation économique, il y a aussi l'innovation écologique. C'est au niveau européen qu'il faut penser l'innovation écologique, c'est-à-dire penser l'après-crise dans un monde dont les modèles s'épuisent sous nos yeux en même temps que les ressources. Nous devons voir plus loin que 5 ou 10 ans, penser notre rapport à l'environnement, notre façon de produire dans tous les domaines, l'industrie, l'énergie, le logement, l'agriculture, mais aussi la fiscalité, et penser notre façon de commercer pour faire respecter les hommes et la planète. Il nous faut pour cela donner à l'Europe un temps d'avance. Et ce sera l'objet d'une convention en mars animée par Laurence Rossignol et Eduardo Riancipel. Nous tiendrons également notre convention sur l'Europe en juin, présidée par Jean-Christophe Cambadélis et Catherine Trottmann, et préparée d'ici là par 4 grands forums organisés avec nos partenaires européens, avec Jean-Louis Bianco et Estelle Grelier. Nous aurons également plusieurs initiatives communes avec nos amis du SPD, en particulier sur la question du pouvoir des travailleurs dans les entreprises. Notre pays a aussi besoin d'innovation sociale, de savoir comment faire société, comment les individus peuvent vivre solidaires. L'accord de vendredi a montré la force du dialogue social et montré la voie d'une république contractuelle. Il en appelle d'autres qui porteront sur l'avenir de la protection sociale, les retraites, notre système de santé. C'est pourquoi nous soutiendrons, comme le président de la République l'avait proposé pendant la campagne présidentielle, que la démocratie sociale soit inscrite dans notre Constitution. L'innovation sociale, il la faut aussi pour redonner toute sa force à la solidarité dans la vie de notre société. Moi, je n'accepte pas que cette année commence avec l'expulsion sans ménagement d'une grand-mère de sa maison de retraite. Je n'accepte pas une société où une petite fille est escortée de la cantine par un policier municipal pour impayé. C'est une honte pour un pays comme le nôtre. Je n'accepte pas que la crise nous décivilise, qu'elle nous jette dans le chacun pour soi et l'écrasement des plus faibles. Je veux plus d'égalité, plus de fraternité. Et je crois que nous devons pour cela repenser notre système de solidarité. Les collectivités locales, évidemment, y auront tout leur rôle, toute leur part. Mais c'est pourquoi j'ai chargé Hélène Geoffroy, avec Cécile Jonathan, de nous faire des propositions à la suite du lancement de la conférence sur la lutte contre la pauvreté. Ces propositions concerneront aussi bien la politique familiale que la lutte contre l'exclusion. Je voudrais enfin en venir à l'innovation démocratique. L'innovation démocratique, c'est d'abord celle de nos institutions, comme c'est celle de nos pratiques politiques, y compris celle de nos partis. Elle est absolument essentielle, elle est attendue par les Français qui veulent être au cœur de la politique, acteurs des débats et des choix qui décideront de notre modèle de société dans le monde de demain. Concernant nos institutions politiques, le président de la République a annoncé des réformes issues du rapport de Lionel Jospin. Le gouvernement a annoncé son intention d'avancer sur le non-cumul et la parité. Les socialistes apporteront évidemment leur contribution sur des sujets sur lesquels nous avons toujours été pionniers. Et je veux le redire, la position du Parti socialiste est claire. Nous sommes pour une loi sur le non-cumul des mandats avec application dès les élections de 2014. Telle est bien la feuille de route qui m'a été donnée par les militants au Congrès de Toulouse et je suis extrêmement déterminé sur ce sujet. Le temps de la rénovation de la vie publique est venu.
C'est pourquoi je soutiendrai aussi une loi supprimant le financement des partis politiques qui ne respectent pas la parité. Et j'ai demandé à Adeline Hazan de travailler sur cette proposition. Je continuerai aussi à me battre pour remporter la conviction des parlementaires, humanistes, centristes, républicains, sur cette conquête de la fraternité et de l'égalité que doit être le droit de vote des étrangers aux élections locales. Je me suis adressé à l'ensemble de nos parlementaires et je continuerai à me battre avec les militants socialistes pour les convaincre et pour convaincre les citoyens de s'adresser à eux à leur tour. Comme vous le savez, le Parti socialiste aura encore un temps d'avance par ailleurs aux municipales pour lesquelles nous organiserons des primaires locales là où cela sera utile à la victoire de la gauche. Sur toutes ces questions, je ferai donc respecter la voix et le mandat reçus des militants socialistes. Notre démarche de rénovation est claire et nous devons co-inventer le changement avec les Français. Je le dis clairement, la question centrale pour le Parti socialiste n'est pas notre distance vis-à-vis du gouvernement, mais notre proximité avec les Français. Nous voulons les inviter à co-inventer le changement. Si on veut bien se faire entendre, il faut écouter. Il faut donc que nous soyons la première force d'écoute du pays. J'ai donné à l'équipe de secrétaires nationaux 3 priorités claires pour notre parti. La première, c'est faire le service après réforme. Expliquer encore chacune de ces réformes auprès des Français. Ce mois-ci, nous éditons un tract à 2 millions d'exemplaires, tout pour l'emploi, et nous tenons notre rassemblement des secrétaires de section le 26 janvier prochain, organisé par Guillaume Bachelet et Alain Fontanel, avec comme question centrale la mobilisation pour l'emploi, le soutien à la refondation de l'école et la politique qui a pour priorité la jeunesse. Il va sans dire que nous serons également présents en force à la mobilisation du 27 janvier et notre cortège sera organisé par Marc Coatanea, secrétaire national aux questions de société, pour défendre la réforme du mariage et de l'adoption et la PMA qui viendra dans une loi sur la famille. En février, nous lancerons une grande initiative nationale avec des réunions dans tous les départements sur la refondation de l'école avec Émeric Breillet et les nouveaux hussards de l'école qui iront dans tous les départements expliquer cette réforme. Nous rendrons également publiques nos propositions sur la décentralisation et les territoires avec Pierre Cohen, Mathias Fekl et Alain Fontanel et l'ensemble de nos élus dans les associations de collectivités locales. Enfin, au cours des prochains mois et tout au long de ce semestre, Jean-Marc Germain aura la charge d'organiser 3 grands forums sur la question de l'emploi et du travail dans la société. Deuxième grande priorité, produire des idées nouvelles. Ce sera le cas avec la relance du laboratoire des idées, dirigé par Christian Paul, et puis l'organisation de rencontres avec les intellectuels et les citoyens lors d'universités populaires citoyennes avec Malek Bouti. Enfin, et c'est le 3e point, le plus important, dialoguer directement avec les Français. Car si l'on veut se faire entendre des Français, je l'ai dit, il faut bien les écouter. Ce sera donc le lancement des ateliers du changement à Brest dès le 7 février, puis à Marmande, à Évry et dans de très nombreuses villes de France. Nos militants seront mobilisés également dans de nouveaux rendez-vous, les places aux citoyens, de même que le porte-à-porte pendant la campagne pour les élections présidentielles a été l'occasion non seulement de la promotion des idées et du programme de François Hollande, mais d'un contact et d'un dialogue direct. Nous serons présents sur les places publiques, à des points fixes, dans les villages, sur les marchés, pour régulièrement rencontrer, dialoguer avec nos citoyens. Carlos da Silva, qui est chargé de tout cela, a beaucoup de belles idées pour mobiliser le parti et il va également organiser avec Thierry Marchalbeck, le président du MJS, un forum de la génération changement au printemps prochain. Outre nos conventions sur l'environnement en mars, sur l'Europe en juin, nous vous invitons également de nouveau cette année à La Rochelle pour notre université d'été qui se tiendra du 23 au 25 août et qui sera organisée par sa nouvelle présidente, Valérie Rabault, où nous donnerons la parole à de nombreux acteurs sociaux et de la société civile. Par ailleurs, je continuerai à rencontrer des acteurs de la société, comme j'ai commencé de le faire, en recevant l'ensemble des partenaires sociaux, avec Guillaume Bachelet, Jean-Marc Germain, Pascal Terrasse et Marianne Louis. Et d'ailleurs, nous continuerons encore ces jours-ci, y compris cet après-midi, en rencontrant Bernard Thibault et une délégation de la CGT. Dans le même état d'esprit, nous allons poursuivre avec Guillaume, Luc Carvounas et d'autres le bel échange qui s'est engagé avec les partenaires de la gauche rassemblée
au sein de la majorité présidentielle avec lesquels nous avons créé des groupes de travail qui déboucheront sur des propositions de loi communes au Parlement. Voilà notre programme de travail qui est chargé. Il y aura des surprises. Les Français attendent de notre part un engagement total et la gauche a une responsabilité immense. Je voudrais terminer en vous demandant de faire preuve d'audace, vous aussi, et d'accepter de prendre des risques, de ne pas être fermé à la nouveauté. Vous avez entendu beaucoup de noms ces dernières minutes. Alors, invitez sur vos ondes cette nouvelle génération de dirigeants. J'en vois déjà quelques-uns dans la presse et vous ne serez pas déçus. Je vous remercie évidemment déjà de la place que vous faites à nos porte-paroles, que je remercie eux-mêmes de la rude tâche qui est la leur, David Assouline et Estelle et Frédéric Espagnac, qui sont tous les deux ici. Mais sur un plan plus personnel, je veux aussi vous dire que j'aime beaucoup cette équipe, jeune, inventive, qui n'a pas froid aux yeux. En leur nom, au nom de tous les socialistes, je vous présente à nouveau tous nos vœux les plus chaleureux. Et je suis maintenant à votre disposition, si vous le souhaitez, pour quelques questions. Alors. Bonjour. Oui. Il se trouve que dans l'accord des partenaires sociaux que vous venez de vanter, il y aura une transcription dans la loi même encadrée des accords compétitivité-emploi, ce qui donne quelques boutons à certains parlementaires chez vous. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile, vu que vous les avez beaucoup dénoncés dans l'opposition, que de voter ce genre d'accord au Parlement? Dans l'accord qui a été passé par les partenaires sociaux, il y a à la fois, comme je l'ai dit, des mesures extrêmement importantes de lutte contre la précarité, de sécurisation des parcours professionnels en matière de santé, en matière de droit à la formation, en matière d'indemnisation des chômages. Mais il y a également un volet qui concerne la situation des entreprises confrontées à des difficultés et à des risques de licenciement. Ce qui a été négocié en matière d'accord de maintien dans l'emploi et de situations dans lesquelles peuvent être proposés des PSE. C'est la garantie pour les salariés et leurs représentants. D'abord, que ces dispositions soient soumises à un accord majoritaire. Deuxièmement, qu'en cas où il n'y aurait pas d'accord majoritaire, il soit soumis à une homologation par les services du ministère du Travail, une homologation administrative. Enfin, que la durée de ces accords, qui peuvent amener effectivement à, par exemple, geler l'évolution des rémunérations, soit limitée dans le temps. Il s'agit donc à la fois d'accords qui sont régulés par le pouvoir des travailleurs au travers des accords majoritaires et par le contrôle de la puissance publique. Je crois que la logique générale de l'accord qui a été conclu, et j'y ajoute la présence que j'ai évoquée tout à l'heure des représentants salariés dans les conseils d'administration, le fait que les comités d'entreprise auront accès en amont à des informations sur la situation économique de l'entreprise, sa situation financière, les difficultés auxquelles elle est susceptible d'être confrontée, vont changer les relations sociales dans les entreprises françaises. Je pense que de ce point de vue, c'est un bouleversement complet des relations entre le monde salarié et syndical et le monde des entrepreneurs. Il faut que nous soyons capables, contrairement à ce à quoi on a assisté par exemple ces derniers jours encore chez Virgin, de faire en sorte que dans notre pays, les patrons, les investisseurs acceptent que les salariés sont une partie prenante essentielle de la vie de l'entreprise et que l'on ne peut pas envisager la vie de l'entreprise sans le pouvoir et le contrôle des salariés sur les décisions qui les concernent. Nous serons donc très attentifs, évidemment, dans la transposition, à ce que ces accords de maintien dans l'emploi garantissent bien ce qui a été obtenu dans la négociation. Bonjour. Oui, bonjour. Louise Baudet, France Info. Précisément, cette transcription dans la loi doit-elle être précise, loyale et fidèle, ou les parlementaires doivent-ils avoir une marge de manœuvre? Cette transposition, elle doit assurer le respect de ce qui a été obtenu dans la négociation. Et donc, je défendrai, je l'ai dit, le fait que soit transformé en législation ce que les syndicats ont obtenu dans cette discussion, dans cette négociation des partenaires sociaux. Mais évidemment, il y a une traduction législative. Et dans la traduction législative,
Il y a des points qui doivent être précisés, qui doivent être détaillés et qui peuvent même faire l'objet d'enrichissement. Je voudrais d'ores et déjà mentionner un sujet sur lequel Guillaume Bachelet a été chargé, avec les secrétaires nationaux en charge de l'industrie et de l'économie, de préparer, et il le fera en lien évidemment avec nos groupes parlementaires, une transposition qui permettra d'enrichir cet accord, car sur ce point, il ne donne qu'une indication assez générale, c'est ce qui concerne les reprises de sites viables ou de sites rentables. Nous proposerons, au-delà donc des quelques éléments qui concernent l'information des salariés, que des possibilités plus importantes et nouvelles soient données aux salariés, en particulier de saisir le tribunal de commerce. Nous n'acceptons pas la politique des déserts industriels qui consiste à empêcher qu'un site qui a une viabilité puisse trouver un repreneur. Et nous voulons que les salariés aient une capacité très directe de ce point de vue d'intervenir dans les conditions de reprise de ces sites. Il y aura également, vous le savez, sur ce point, une proposition sur les reprises en société coopérative. Sur la loi sur le non-cumul des mandats, si jamais la loi n'était pas applicable en 2014, comme vous l'avez indiqué dans votre discours, mais qu'elle soit appliquée un petit peu plus loin vers la fin du quinquennat, est-ce que pour vous, ça serait un échec du Parti socialiste? Mais vous partez déjà de l'hypothèse qu'elle ne serait pas appliquée en 2014. Moi, je soutiendrais qu'elle doit être appliquée en 2014. Et c'est le mandat que nous ont donné les militants du Parti socialiste au Congrès de Toulouse. Et je ne ménagerai aucun effort de conviction pour que ce soit bien la date qui figure dans le projet de loi. Et je crois que cette attente est très forte chez les Français. Le principe, c'est de renforcer le rôle du Parlement et de donner, par un statut de l'élu, pleinement aux élus locaux la possibilité d'exercer leur mandat sans avoir accumulé avec un mandat parlementaire. Nous souhaitons donc un Parlement avec des parlementaires qui puissent se dédier totalement à leur tâche de législateur, de contrôle de l'exécutif, de contrôle de l'exécution des lois. Et nous pensons qu'il y a une attente de la part des Français d'une respiration très forte dans la vie politique en mettant fin à ce cumul des mandats. Donc, je veux vous le dire, ma conviction et ma détermination sont entières à me battre pour que cette loi inscrive le non-cumul dès les élections de 2014. Bonjour. Est-ce que l'ampleur de la mobilisation de dimanche change quoi que ce soit à la façon dont il faut conduire le débat sur ce sujet, notamment le débat parlementaire? Est-ce que ça doit changer quoi que ce soit au projet de loi qui doit être présenté? Et est-ce que ça doit remettre en cause le projet de déposer un autre texte sur la famille et la PMA en mars? Ou est-ce qu'il faut s'accorder plus de temps sur ce sujet-là? La mobilisation de dimanche était attendue. Je crois qu'elle n'a d'ailleurs pas été exactement de l'ampleur de ce qui avait été annoncé, même si il s'est exprimé un point de vue d'opposition. Mais je l'ai dit, ce qui nous a frappé dans cette manifestation, c'est la jonction de l'intolérance entre toute forme de force, en particulier politique, d'extrême droite, et les autres qui, pourtant, républicaines, auraient pu se garder de prendre part à cette manifestation. J'ai d'ailleurs noté que l'UMP, sur ce point, était divisée et que d'autres avaient estimé plus prudent de se tenir à l'écart. Mais comme cela a déjà été dit, j'ai eu l'occasion de le dire dès dimanche, notre détermination à mettre en œuvre cet engagement de la campagne présidentielle est entière, elle est totale. La société, de ce point de vue, attend de cette loi une protection, une égalité. C'est une loi qui ne retirera rien à personne. Elle étendra les protections du mariage civil à des familles qui aujourd'hui n'en bénéficient pas. Elle étendra à des enfants qui aujourd'hui vivent dans des familles qui ne peuvent pas bénéficier de cette protection, la protection dont ils ont besoin de la part de la République. Vous savez, ce sont les mêmes forces que l'on a vues dans le passé s'opposer à la reconnaissance du divorce, s'opposer à l'IVG, s'opposer au Pacs, et aujourd'hui ils s'opposent au droit au mariage pour tous. Mais de la même façon qu'hier, ils ne sont pas revenus sur ces avancées de l'égalité lorsqu'elles sont entrées dans la loi, malgré les alternances. Je suis absolument certain que demain, personne ne remettra en cause le droit au mariage pour tous quand il sera rentré dans la loi. Pour ce qui est de la PMA, c'est une position que soutient le Parti socialiste, son extension, et vous savez que nous avons
après l'engagement du gouvernement de mettre cette disposition dans le cadre de la loi sur la famille, convenu qu'il pourrait être débattu de ce sujet et qu'il pourrait être adopté au mois de mars, au moment où le projet de loi sur la famille sera présenté, c'est-à-dire en même temps que la loi sur le droit au mariage et à l'adoption continueront à être débattues au Parlement. Oui ? Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui. Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure de la gauche rassemblée. Dans cette gauche rassemblée, il manque actuellement le Parti communiste et le Front de gauche. Donc quel est le message que vous aimeriez envoyer aujourd'hui à Pierre Laurent et à Jean-Luc Mélenchon ? J'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Laurent et nous avons convenu que le Parti socialiste et le Parti communiste devaient continuer à dialoguer et à travailler ensemble. Moi, je respecte toutes les composantes de la gauche et donc je respecte le choix qui a été fait par le Parti communiste de ne pas participer au gouvernement. Mais je demande que toutes les composantes de la gauche respectent la gauche qui gouverne, celle qui met en œuvre concrètement les réformes, la justice sociale, le progrès pour l'école, le progrès pour les jeunes, le progrès pour l'emploi. Je souhaite donc que nous ayons des relations qui soient des relations d'unité et de respect, et que l'on se garde de tout propos et de toute attitude qui soit de nature à affaiblir et à diviser la gauche, que l'on se garde de se retrouver à voter avec la droite contre un budget de la sécurité sociale qui défend l'hôpital public et qui étend la couverture sociale des Français. Nous avons donc discuté sur le fond. Nous gérons ensemble des collectivités locales. Le Parti communiste nous dit qu'il souhaite continuer à prendre part à cette responsabilité commune avec les socialistes et l'ensemble de la gauche dans la gestion des collectivités locales. Eh bien, nous le souhaitons, mais nous souhaitons que cela participe d'un état d'esprit qui soit celui d'une gauche qui se parle, qui se respecte, même quand elle a des différences sur la politique à mener au plan gouvernemental. Et nous souhaitons, nous, que les communistes assument aussi le fait qu'ils ont voté beaucoup de réformes avec nous. Et j'aurais aimé d'ailleurs que dans leurs vœux et dans le petit film qu'ils ont réalisé, même si je peux comprendre qu'ils expriment des différences, des divergences sur l'Europe par exemple, ils assument le fait que sur le logement, que sur l'emploi, que sur beaucoup de nos propositions, ils ont reconnu que la politique qui était proposée par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault était une politique de gauche et de progrès. La France a besoin de toute la gauche. Et donc la gauche a besoin d'unité et de respect. La porte de nos réunions est ouverte, celle que nous avons organisée avec les radicaux de gauche, Europe Écologie Les Verts, le MRC, le mouvement unitaire et progressiste de Robert Hue. Si demain le Parti communiste et le Front de gauche veulent venir avec nous participer à ce travail d'enrichissement de l'action du gouvernement pour faire progresser encore plus l'emploi, la justice sociale, la compétitivité, eh bien évidemment, la porte leur est ouverte. Claude Barthelone, président de l'Assemblée, conditionne l'application dès 2014 du non-cumul à une réforme permettant aux suppléants de remplacer le député qui aura décidé de rester plutôt maire ou président de département, etc. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait organiser beaucoup de partiels qui pourraient mettre en danger la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes sur cette ligne? D'abord, les règles de remplacement des députés par leurs suppléants, pour l'instant, prévoient une série de situations quand un député devient ministre, quand il est en charge d'une mission et qu'elle se prolonge. Et il y a d'autres règles qui... il y a encore d'autres situations, je ne les énumère pas toutes, qui ont été décidées dans une période précédente pour le remplacement de conseillers généraux qui étaient amenés à quitter leur mandat. Ces règles ont établi, avec l'accord du Conseil constitutionnel, que dans tous les cas de figure, pour les conseillers généraux, c'était leur remplaçant, leur suppléant, qui siégeait sans organisation d'élection partielle. Je souhaite que la loi qui sera proposée pour le non-cumul applicable dès 2014 permette effectivement que les suppléants remplacent directement les députés, puisqu'ils ont été élus ensemble au moment de l'élection législative de juin 2012. Oui, bonjour. Bien, oui. Le droit de vote des étrangers était une promesse de François Mitterrand. À quel horizon cette promesse sera réalité? Il faut, vous le savez, que nous ayons une majorité des 3/5 au Congrès, au Parlement réuni en Congrès, et c'est la raison pour laquelle nous devons nous battre dans la société et auprès des parlementaires pour emporter
la conviction de ces 30 à 50 députés qui manquent aujourd'hui à la gauche pour avoir cette majorité de réforme constitutionnelle. Il faut nous battre tout au long de ce mandat pour obtenir cette majorité et que cette réforme de fraternité, d'égalité, d'intégration rentre dans la réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous venez de suivre en direct sur les chaînes parlementaires les vœux à la presse d'Harlem Désir, le premier secrétaire du Parti socialiste. Place à présent